Tu aides tout le monde, tout le temps, mais est-ce que toi tu vas bien, et si ton altruisme te faisait plus de mal que de bien? Imagine, à chaque fois que tu dis oui aux autres, tu dis peut-être non à toi-même, et un jour, tu ne sais plus qui tu es. Dans cette vidéo, on va parler du piège de l'aide excessive, du syndrome du sauveur, et de comment te recentrer sur toi sans culpabiliser. Abonne-toi, ça va te secouer. Imaginez un artiste dont les couleurs vibrantes s'estompent à chaque coup de pinceau, dilué par les attentes et les besoins des autres. Cet artiste, c'est vous. Dans notre course effrénée pour aider, pour répondre aux appels incessants de ceux qui nous entourent, il est facile de se perdre dans le labyrinthe des obligations et des responsabilités. L'aide est souvent vue comme une vertu, un signe de noblesse d'âme. Mais que se passe-t-il lorsque cette aide devient un mode de vie, un mécanisme de survie qui nous pousse à faire passer les autres avant nous-mêmes? On commence à oublier qui l'on est, nos couleurs s'effacent, nos passions s'éteignent et nos rêves se ternissent. Il ne s'agit pas seulement de temps et d'énergie que l'on donne, mais de fragments de soi que l'on cède. Chaque fois que l'on dit oui à un autre, on dit parfois non à une partie de soi-même. La musique que l'on aimait écouter reste muette, des livres qui nous inspiraient prennent la poussière sur l'étagère, et les projets qui nous animaient se fichent dans le temps, non réalisés. La perte d'identité est subtile, insidieuse. Elle se glisse dans notre quotidien sans que l'on s'en rende compte. Elle commence par de petits sacrifices, de petites concessions, et avant que l'on s'en aperçoive, on se réveille un jour en se demandant « Qui suis-je vraiment ?» Ce n'est pas une question philosophique, mais un cri du cœur, une prise de conscience que l'on a peut-être trop donnée, trop partagée, au point d'oublier ce qui nous rend unique. Pourtant, au fond de nous, cette identité perdue ne disparaît jamais complètement. Elle attend, en silence, que l'on se souvienne d'elle, que l'on se reconnecte à elle. Mais cela demande du courage. Il faut oser dire non, parfois, se retirer et réapprendre à se connaître. Redécouvrir ces petites choses qui nous définissent, ces passions qui nous faisaient vibrer et ces rêves que l'on a trop longtemps mis de côté. Alors, comment retrouver ce moi perdu ? En se rappelant que notre valeur ne réside pas seulement dans ce que nous faisons pour les autres, mais aussi dans ce que nous faisons pour nous-mêmes. En cultivant ces moments de solitude, où l'on peut se reconnecter avec son essence, sans les bruits du monde extérieur. Aider les autres est une belle chose, mais n'oublions pas que la personne la plus importante que l'on puisse aider, c'est soi-même. Pour continuer à donner aux autres, il faut d'abord se retrouver, se ressourcer, et s'assurer que nos propres couleurs brillent toujours aussi intensément. Imaginez porter sur vos épaules un sac invisible, rempli des soucis, des désirs et des besoins de ceux qui vous entourent. Ce sac, vous le portez fièrement, convaincu que c'est votre devoir, votre mission. Mais plus les jours passent, plus le sac devient lourd, jusqu'à ce qu'il écrase non seulement votre corps, mais aussi votre esprit. C'est ainsi que naît le syndrome du martyr. Le syndrome du martyr est un piège psychologique et émotionnel. Il vous pousse à faire passer les besoins des autres avant les vôtres, à sacrifier votre bien-être pour répondre aux attentes de ceux qui comptent sur vous. À première vue, cela peut sembler noble, mais à quel prix ? Chaque fois que vous vous oubliez pour les autres, vous ajoutez un poids supplémentaire dans ce sac invisible. Le martyr, en se privant de ses propres besoins, se perd dans un cycle sans fin de sacrifice. Il y a un paradoxe ici. En cherchant à protéger et à aider les autres, il finit par se négliger lui-même. Ce dévouement excessif, cette abnégation continue, crée une déchirure intérieure, une usure progressive de l'âme. Les petits gestes de bienveillance, censés apporter du réconfort, deviennent des obligations écrasantes. Physiquement, le corps finit par ressentir les effets de ce fardeau. Les maux de tête deviennent plus fréquents, le sommeil se fait plus rare et l'énergie s'évapore. Émotionnellement, le martyr se retrouve épuisé, vidé de sa capacité à ressentir de la joie, de l'accomplissement. Il se réveille chaque matin avec un sentiment de vide, de frustration et de ressentiment latent. Le pire, c'est que le martyr est souvent incompris. Ceux qui l'aident peuvent ne pas réaliser l'ampleur de son sacrifice. Ils prennent son dévouement pour acquis, sans voir les signes de détresse qui commencent à se manifester. Le martyr, lui, ne se plaint pas. Il continue d'endosser ce rôle, persuadé que se plaindre serait égoïste, indigne de son engagement. Mais ce martyrdom n'est pas une voie vers l'épanouissement. C'est un chemin qui mène au burn-out, à la dépression et parfois à un isolement profond. Pour se libérer de ce syndrome, il faut apprendre à rééquilibrer les priorités. Il faut comprendre que prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. Le véritable courage pour un martyr réside dans sa capacité à dire non quand il le faut, à se choisir lui-même avant de choisir les autres. La route vers la guérison du syndrome du martyr passe par l'autocompassion, la reconnaissance de ses propres limites et la réaffirmation de sa propre valeur. Il faut abandonner le sac invisible, laisser tomber ce fardeau inutile et réapprendre à vivre pour soi, à retrouver cette lumière intérieure que l'on croyait éteinte.
Ce n'est qu'en s'accordant le droit de vivre pour soi que l'on peut véritablement être présent pour les autres, non pas comme un martyr, mais comme un être humain équilibré, en paix avec lui-même. Imaginez une éponge, posée sur une surface, absorbant inlassablement chaque goutte d'eau qui la touche. Au début, elle remplit son rôle, capable d'absorber encore et encore. Mais à mesure que le temps passe, elle devient saturée, incapable de retenir une goutte de plus, au bord de l'effondrement. Cette éponge, c'est vous, lorsque vous absorbez les problèmes des autres sans mettre de limite, jusqu'à atteindre un point de rupture. La fatigue émotionnelle. La fatigue émotionnelle ne survient pas du jour au lendemain, elle se construit lentement, à travers des jours, des semaines, voire des mois d'écoute, de soutien et de prise en charge des émotions des autres. Vous devenez le confident, l'épaule sur laquelle tout le monde pleure, le pilier inébranlable que personne ne pense voir vaciller. Et pourtant, à l'intérieur, un épuisement profond commence à se faire sentir, une lassitude qui ne trouve pas de répit. Chaque conversation lourde, chaque problème que vous écoutez et tentez de résoudre ajoute un poids supplémentaire à votre charge mentale. Vous prenez à cœur les souffrances des autres, vous les faites vôtres, sans même vous en rendre compte. Petit à petit, vous commencez à perdre de vue vos propres besoins émotionnels, négligeant votre bien-être au profit des autres. Cette saturation émotionnelle se manifeste de diverses manières. Vous vous sentez constamment épuisé, même après une nuit de sommeil. Les activités qui autrefois vous apportaient du plaisir deviennent des corvées. Votre patience s'amenuise. Les petites irritations se transforment en montagnes et un sentiment de détachement commence à s'installer. Il devient difficile de ressentir de l'empathie, car vous êtes tout simplement vidé, sans ressources émotionnelles à offrir. Ce qui rend la fatigue émotionnelle particulièrement insidieuse, c'est son invisibilité. Contrairement à une blessure physique, elle ne se voit pas. Les autres ne la remarquent pas, car vous continuez à sourire, à écouter et à soutenir. Mais à l'intérieur, la fatigue vous ronge ou vous dévore petit à petit. Vous ressentez un vide, une absence de motivation, un désir de vous retirer, de vous isoler pour enfin respirer. Pour prévenir cette fatigue émotionnelle, il est crucial d'apprendre à mettre des limites. Dire non n'est pas un signe de faiblesse, mais une mesure de protection essentielle. Vous ne pouvez pas être le réceptacle de toutes les émotions des autres sans y laisser des plumes. Il est important de vous réserver du temps pour vous ressourcer, pour recharger vos batteries émotionnelles. Prendre soin de votre santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est également essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de résoudre tous les problèmes des autres. Offrir un soutien ne signifie pas absorber la totalité du fardeau. Il est possible d'être présent, d'écouter, tout en maintenant une certaine distance émotionnelle qui vous permet de préserver votre propre bien-être. La fatigue émotionnelle est un rappel brutal que vous avez des limites et que ces limites doivent être respectées, par vous-même et par les autres. En apprenant à vous protéger, à reconnaître vos propres besoins émotionnels, vous pourrez non seulement éviter cet épuisement, mais aussi être un soutien plus fort et plus stable pour ceux qui comptent sur vous. Les relations humaines sont, à leur essence, des échanges subtils de soutien, d'affection et de compréhension. Pourtant, lorsque l'aide devient une composante dominante de ces relations, un glissement presque imperceptible peut se produire, transformant ce qui était autrefois une connexion authentique en une transaction. À ce stade, les interactions ne sont plus un échange équilibré, mais un calcul silencieux de qui donne et qui reçoit, de ce qui est dû et ce qui est offert. Aider est, bien sûr, un acte généreux et bien intentionné. Cependant, lorsque l'aide devient le pilier central de vos relations, elle peut mettre ces relations à rude épreuve. Imaginez être toujours celui vers qui les autres se tournent en temps de besoin, celui qui inlassablement tend la main, donne des conseils et offre son temps et son énergie. Peu à peu, cette dynamique qui crée un déséquilibre. Les personnes que vous aidez peuvent, sans s'en rendre compte, commencer à voir vos relations non plus comme un partenariat égal, mais comme une source unilatérale de soutien. Ce déséquilibre peut mener à une forme de ressentiment, aussi bien de votre part que de celle des autres. Vous pourriez commencer à ressentir que vos efforts ne sont pas pleinement reconnus ou réciproqués. Vous pourriez percevoir un manque de réciprocité, comme si l'on attendait de vous un don constant, sans que l'on vous offre le même niveau d'attention ou de soins en retour. De leur côté, ceux que vous aidez peuvent, involontairement, se sentir redevables, ou bien prendre votre aide pour acquise, transformant ce qui était autrefois un lien spontané en une obligation tacite. Avec le temps, les interactions deviennent moins authentiques, plus calculées. Vous commencez à vous demander si la prochaine conversation avec un ami ou un proche sera encore une fois centrée sur leurs besoins, sur ce que vous pouvez faire pour eux, plutôt que sur un échange véritable d'émotions et d'expériences. Cette transformation peut créer une distance émotionnelle, un sentiment que vos relations sont devenues des transactions plutôt que des connexions profondes et significatives. Le plus tragique, c'est que cette situation n'est souvent pas reconnue avant qu'elle n'ait déjà causé des dommages. Les relations, autrefois fondées sur la confiance et l'affection mutuelle, peuvent se déliter sous le poids des attentes non exprimées et des déséquilibres croissants.
Ce qui était un acte d'amour ou de soutien se transforme en une source de tension, rendant chaque interaction plus difficile, plus lourde de sous-entendus. Pour éviter que l'aide ne devienne un fardeau dans vos relations, il est essentiel de rétablir un équilibre. Cela signifie reconnaître quand il est temps de recevoir autant que de donner, et quand il est nécessaire de rappeler que les relations doivent être des chemins à double sens. Il est tout aussi important de se rappeler que dire non ou fixer des limites n'est pas un acte égoïste, mais un moyen de préserver la qualité et l'authenticité de vos relations. En fin de compte, l'aide doit renforcer les liens et non les déformer. Elle doit être un acte de partage et non une transaction. En trouvant cet équilibre, vous pouvez non seulement préserver vos relations, mais aussi les enrichir, les rendre plus authentiques et mutuellement bénéfiques. Imaginez un pompier qui, en tentant d'éteindre un incendie, verse accidentellement de l'essence sur les flammes. C'est une métaphore troublante, mais elle illustre parfaitement un piège dans lequel nous pouvons tous tomber. En essayant d'aider, nous finissons parfois par exacerber le problème. C'est le risque caché derrière les bonnes intentions, surtout lorsque l'aide apporte plus de mal que de bien. L'un des exemples les plus frappants de ce phénomène est l'aide apportée à une personne en proie à une dépendance. La dépendance est une force dévastatrice, un cycle de comportements autodestructeurs qui ne se brise pas facilement. Lorsque nous tentons d'aider une personne dans cette situation, nos actions, bien que motivées par la compassion, peuvent parfois avoir des effets inattendus. En cherchant à soulager la souffrance d'une personne dépendante, nous pourrions, sans le vouloir, renforcer sa dépendance. Par exemple, en apportant un soutien financier à un proche qui lutte contre une addiction, nous pourrions lui permettre de continuer à alimenter cette dépendance. En le couvrant auprès de son employeur, en minimisant ses problèmes devant d'autres membres de la famille ou en excusant ses comportements, nous risquons de le maintenir dans une zone de confort nuisible, où il n'aura pas à affronter les conséquences de ses actes. Ce phénomène s'appelle l'aide facilitatrice, ou enablement. Il se produit lorsque, au lieu d'encourager une personne à prendre ses responsabilités, nous l'aidons à éviter la confrontation avec la réalité de son problème. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'aider ceux qui souffrent, mais cela signifie qu'il est crucial de comprendre comment notre aide pourrait, au lieu de résoudre le problème, en prolonger les effets néfastes. La frontière entre le soutien et l'encouragement de comportements destructeurs est mince. Il est facile de la franchir, surtout lorsque l'on est émotionnellement impliqué. L'amour et la compassion peuvent brouiller notre jugement, nous faisant croire que nous aidons alors que, en réalité, nous renforçons un cycle destructeur. Pour éviter cela, il est essentiel de pratiquer une aide consciente, qui ne consiste pas seulement à répondre aux besoins immédiats, mais à évaluer les conséquences à long terme de nos actions. Cela peut impliquer de poser des limites claires et de refuser certaines demandes d'aide qui perpétueraient un comportement destructeur. Cela peut également signifier encourager la personne à chercher une aide professionnelle, même si cela nécessite de faire face à des vérités difficiles. Ce n'est pas un choix facile, car il peut sembler cruel ou insensible de refuser d'aider quelqu'un que l'on aime. Pourtant, c'est parfois le seul moyen de rompre le cycle de la dépendance ou d'autres comportements nuisibles. Reconnaître ce piège de l'aide facilitatrice est une étape cruciale pour apporter une aide véritable et constructive. Il faut se rappeler que parfois, aider signifie aussi savoir quand il faut laisser la personne assumer ses responsabilités et faire face aux conséquences de ses actions. Cela demande du courage, de la clarté d'esprit, et une compréhension profonde que l'aide véritable ne consiste pas à protéger quelqu'un de la douleur à tout prix, mais à accompagner son chemin de la guérison de la responsabilité. Ainsi, en aidant de manière consciente et réfléchie, nous évitons d'alimenter le feu, et nous permettons à ceux que nous aimons de trouver leur propre force pour éteindre les flammes. Imaginez être la bouée de sauvetage de quelqu'un, toujours là pour le soutenir, pour le sortir des eaux troubles lorsqu'il se noie. Au début, cela semble être un acte de pure bienveillance, un geste noble qui sauve une vie. Mais au fil du temps, cette personne commence à ne plus nager par elle-même. Elle devient dépendante de cette bouée, de vous, pour chaque mouvement, chaque progrès, chaque survie. C'est ainsi que se crée un lien de dépendance, un piège invisible qui peut faire plus de mal que de bien. La dépendance résultant d'une aide excessive est une forme subtile d'emprisonnement. En voulant constamment secourir, vous risquez de priver l'autre de sa propre capacité à surmonter les obstacles. Vous devenez indispensable à sa survie, mais à quel prix ? La personne que vous aidez pourrait ne jamais développer les compétences nécessaires pour affronter les défis par elle-même, s'appuyant toujours sur vous pour chaque problème, chaque décision, chaque difficulté. Cette dynamique de dépendance n'est pas simplement épuisante pour celui qui aide, elle est également destructrice pour celui qui reçoit l'aide. En effet, elle peut étouffer la croissance personnelle, la confiance en soi et l'autonomie. La personne aidée finit par se convaincre qu'elle est incapable de résoudre ses problèmes seule, que sans vous, elle est perdue. Cette perte d'autonomie est un handicap déguisé en assistance, une cage dorée qui empêche de voler de ses propres ailes. De plus, cette dépendance crée une relation déséquilibrée, où l'un est toujours le donneur et l'autre le receveur. Cela peut mener à des sentiments de frustration, de fatigue, voire de ressentiment de la part de celui qui aide, car il devient de plus en plus difficile de répondre aux besoins croissants de l'autre sans s'épuiser soi-même. A l'inverse, celui qui reçoit peut commencer à se sentir inadéquat, honteux de ne pas pouvoir se débrouiller seul, et peut même développer une forme de rancune envers celui qui l'aide, le percevant comme une figure de contrôle plutôt que de soutien.
Pour éviter de tomber dans ce piège, il est crucial de favoriser l'autonomie dès le début. Aider quelqu'un ne signifie pas tout faire à sa place, mais plutôt lui donner les outils et la confiance nécessaires pour qu'il puisse apprendre à se débrouiller seul. Cela peut impliquer de prendre un pas en arrière, de laisser la personne faire face à certaines difficultés, de la voir échouer, mais aussi de la voir se relever. C'est en forgeant son propre chemin, en affrontant ses propres défis, qu'une personne peut vraiment grandir et devenir indépendante. Il est également important de reconnaître vos propres limites en tant qu'aidant. Vous n'êtes pas responsable de résoudre tous les problèmes des autres, ni de porter le poids de leur vie. Parfois, la meilleure aide que vous puissiez offrir est celle qui permet à l'autre de découvrir sa propre force, son propre potentiel. Cela signifie savoir dire non et comprendre que refuser de tout prendre en charge n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte d'amour et de respect pour l'autre. L'objectif ultime de toute aide devrait être de rendre l'autre autonome, capable de naviguer dans les eaux de la vie sans dépendre constamment d'une bouée de sauvetage. Ce n'est qu'en favorisant l'indépendance que vous pouvez véritablement libérer ceux que vous aimez, leur permettant de grandir, de prospérer et de devenir les maîtres de leur propre destin. Imaginez que vous portiez un manteau fait d'attente, cousu par les mains des autres et par vos propres mains. Chaque fois que vous vous montrez disponible pour aider, une nouvelle couture est ajoutée, un nouvel ornement alourdit ce manteau invisible. Ce qui commence comme un simple vêtement devient rapidement une armure pesante, écrasante, sous laquelle vous étouffez. Les attentes irréalistes, tant celles que les autres placent en vous, que celles que vous vous imposez, finissent par créer un cycle infernal de stress et de burn-out. Lorsque vous êtes constamment disponible pour aider, les autres commencent à vous percevoir comme une ressource inépuisable, quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter, quelle que soit la situation. C'est un rôle flatteur, voire gratifiant au début. Cependant, avec le temps, ces attentes deviennent de plus en plus exigeantes, de plus en plus envahissantes. Vos amis, votre famille, vos collègues s'habituent à ce que vous soyez toujours là, prêt à résoudre les problèmes, à offrir un soutien, à sacrifier votre temps et votre énergie. Cette disponibilité constante conduit inévitablement à des attentes irréalistes. Les autres commencent à présumer que vous serez toujours là, sans tenir compte de vos propres besoins ou limites. Ils ne voient même plus le sacrifice derrière votre aide, la fatigue que vous accumulez, ni le stress que vous endurez. À chaque fois que vous répondez à ces attentes, vous renforcez l'idée que vous êtes infaillible, indéfectible. Cette perception, cependant, est loin de la réalité. Les attentes irréalistes ne viennent pas seulement des autres, elles viennent aussi de vous-même. Vous vous fixez des standards impossibles, croyant que vous devez être toujours disponible, toujours prêt à aider, toujours capable de tout gérer. Ce sentiment de devoir peut être alimenté par la peur de décevoir, par le désir de se sentir utile, ou par l'habitude de mettre les autres en priorité. Mais ce faisant, vous vous placez dans une position intenable, où chaque jour devient une course pour répondre à des attentes croissantes, tant extérieures qu'intérieures. Le problème avec ces attentes irréalistes, c'est qu'elles vous mènent tout droit vers l'épuisement. Vous vous retrouvez piégé dans un cycle de stress constant, où chaque nouvelle demande ajoute à votre charge mentale et émotionnelle. Le burn-out devient inévitable lorsque vous essayez de maintenir ce rythme sans pause, sans vous accorder de répit. Le stress s'accumule, la fatigue devient chronique, et ce qui était autrefois une source de fierté par votre capacité à aider, devient une source d'anxiété et de frustration. Ce cycle est d'autant plus difficile à briser que les autres ne voient pas nécessairement votre détresse. Pour eux, vous êtes la personne forte, celle qui gère tout sans faillir. Admettre que vous avez des limites peut sembler impossible, car cela reviendrait à reconnaître une forme de vulnérabilité que vous avez appris à dissimuler. Pourtant, il est crucial de comprendre que fixer des limites, tant pour vous-même que pour les autres, est essentiel pour préserver votre bien-être. Pour échapper à ce piège des attentes irréalistes, il était nécessaire de réajuster la perception que les autres ont de vous et que vous avez de vous-même. Cela signifie apprendre à dire non sans culpabilité, à accepter que vous ne pouvez pas tout faire et à reconnaître que vous avez le droit de vous prioriser. C'est en posant ces limites claires que vous pouvez commencer à alléger ce manteau d'attente, en enlevant les coutures qui ne sont pas nécessaires et en redonnant à votre vie un équilibre plus sain. Rappelez-vous que l'aide véritable ne consiste pas à être constamment disponible, mais à être présent de manière authentique et équilibrée, tout en respectant vos propres limites. En vous libérant des attentes irréalistes, vous éviterez le burn-out et retrouverez la joie de pouvoir aider les autres, non pas par obligation, mais par un choix conscient et sain
Lorsque l'on se perd dans la mission d'aider les autres, une étrange distorsion peut se produire. L'obsession de tendre la main, de toujours être là pour autrui, peut transformer une vertu en un piège. L'aide, ce puissant élan de générosité, devient alors une sorte de brouillard mental, obscurcissant notre jugement. On se concentre tellement sur l'idée d'être utile que l'on en vient à négliger des signaux pourtant clairs, parfois désespérés, que tout ne va pas bien. Imaginez-vous en pleine mer, naviguant avec une seule idée en tête, secourir ceux qui sont à la dérive. Vous ramez, vous luttez contre les vagues, les yeux rivés sur l'horizon. Mais dans cette quête effrénée, il est facile d'oublier de scruter les nuages sombres qui s'amoncellent au-dessus de vous, ou de sentir les courants traîtres qui vous éloignent peu à peu de votre cap. Les signes avant-coureurs, pourtant présents, deviennent invisibles. Ces signes, dans le contexte des relations humaines, peuvent être subtils, mais lourds de sens. Une distance grandissante, une agressivité passive, des mensonges répétés. Ce sont des drapeaux rouges que l'altruiste aveuglé ne voit plus. Pire encore, cette myopie peut perpétuer des cycles de comportements nuisibles. En fermant les yeux sur ces indices, on permet au problème de s'enraciner, de croître dans l'ombre. Le désir de bien faire, lorsqu'il n'est pas équilibré par la lucidité, devient dangereux. Il ne s'agit pas seulement de donner, mais de donner de manière consciente. Être attentif aux autres ne signifie pas ignorer ce qui cloche. Cela nécessite une vigilance constante, une capacité à reconnaître les situations, où l'aide devient un masque dissimulant des vérités dérangeantes. Dans ce contexte, l'altruisme perd son éclat. Ce n'est plus une question de générosité pure, mais de responsabilité. Il faut savoir distinguer entre soutenir quelqu'un et se laisser entraîner dans une dynamique toxique. L'un des plus grands défis pour quiconque cherche à aider est de maintenir cette clarté, de ne jamais perdre de vue les signes avant-coureurs qui peuvent signaler que l'aide est mal orientée, ou pire, exploitée. Dans l'urgence de venir en aide, une étrange surdité s'installe. Trop focalisé sur la mission, l'individu oublie d'écouter les murmures inquiétants, les signaux faibles qui trahissent des troubles sous-jacents. Ce phénomène, qu'on pourrait appeler l'écoute sélective du sauveur, se produit lorsque le désir d'aider s'empare de toute notre attention, au point de nous faire ignorer des avertissements évidents. Imaginez un médecin qui se concentre tellement sur un symptôme apparent qu'il en néglige les signes vitaux du patient. Il prescrit un traitement, confiant, tandis qu'un problème sous-jacent s'aggrave lentement. C'est une métaphore parfaite pour ce qui se passe lorsque nous négligeons les signes avant-coureurs dans nos relations personnelles. Les petites frictions, les mots hésitants, les changements subtils d'attitude sont souvent des appels à l'aide déguisée, que l'on refuse de voir parce que l'on est trop absorbé par notre rôle de sauveur. Cette focalisation excessive peut mener à une forme d'aveuglement moral. On se convainc que notre aide est ce dont l'autre a besoin, sans se rendre compte que cette insistance à vouloir sauver peut, en réalité, perpétuer des dynamiques destructrices. En fermant les yeux sur les signaux d'alarme, on contribue à maintenir l'autre dans une situation où il ou elle continue de se débattre, sans jamais trouver de véritable issue. Le problème de l'écoute sélective, c'est qu'elle est souvent accompagnée d'une sorte de déni. On refuse d'admettre que l'aide que l'on apporte n'est pas suffisante, voire qu'elle peut être nuisible. On préfère se convaincre que tout va s'arranger, que l'autre finira par aller mieux grâce à notre soutien. Mais la réalité est bien plus complexe. Les signaux d'alerte sont là pour nous dire que quelque chose ne va pas, qu'il y a un déséquilibre, que notre approche nécessite un ajustement. Il est essentiel de se rappeler que l'aide véritable ne se résume pas à être présent ou à agir selon nos propres perceptions du besoin. Cela implique de rester à l'écoute, d'être attentif aux changements, même les plus minimes, dans le comportement de l'autre. Ces signes avant-coureurs sont des messages silencieux qui, s'ils sont ignorés, peuvent transformer une situation déjà délicate en un véritable bourbier. Ainsi, la vigilance et l'humilité doivent accompagner toute démarche d'aide, car ce n'est qu'en prêtant une attention sincère à ces signaux que l'on pourra éviter de perpétuer des situations nuisibles et au contraire, ouvrir la voie à une aide réellement efficace et bienveillante. Dans les méandres du don de soi, se cache une ombre insidieuse, celle du ressentiment.
Ce n'est pas l'acte de donner qui est en cause, mais la réponse, ou plutôt l'absence de réponse de l'autre. Lorsque l'attente de reconnaissance ne rencontre que silence ou indifférence, une amertume sourde commence à s'installer, rongeant lentement la bienveillance initiale. Imaginez un jardinier dévoué, qui passe des heures à entretenir un parterre de fleurs pour que celles-ci éclosent en beauté. Il se lève tôt, travaille tard, se salit les mains, espérant qu'un jour, quelqu'un remarquera son effort et le remerciera pour la splendeur qu'il a contribué à créer. Mais le jour passe, les fleurs fanent, et personne ne s'arrête pour lui dire « merci ». À chaque moment où la reconnaissance attendue n'arrive pas, quelque chose se brise en lui. Le plaisir de donner se transforme peu à peu en une douleur sourde. Ce sentiment d'injustice, bien que souvent tue, finit par se cristalliser en ressentiment. On se dit que l'on mérite mieux, que notre aide devrait être appréciée à sa juste valeur. Cette amertume, si elle n'est pas confrontée, peut se transformer en une colère froide, détournant l'énergie qui était autrefois consacrée à aider. Ce qui était au départ un geste de générosité devient un fardeau émotionnel. L'un des pièges les plus subtils de l'aide est précisément cette attente de reconnaissance. Elle est souvent inconsciente, mais elle est bien réelle. On espère que l'autre comprendra l'effort, qu'il saura apprécier le sacrifice. Et lorsque ce n'est pas le cas, un vide se crée. Ce vide est d'autant plus difficile à combler qu'il touche à la valeur que l'on s'attribue à soi-même. Si notre aide n'est pas reconnue, alors qu'en est-il de notre propre valeur ? La vérité crue est que l'aide ne garantit pas de retour, pas plus qu'elle n'assure la gratitude de l'autre. Ce n'est pas parce que l'on tend la main que quelqu'un s'en saisira avec reconnaissance. Et c'est là que réside la difficulté. Comment continuer à donner sans que ce geste ne devienne source de frustration ? La clé réside peut-être dans le lâcher-prise. Accepter que l'aide soit un acte libre, sans condition, sans attendre un retour. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire. L'être humain, par nature, cherche à combler ses propres besoins, y compris celui de sentir que ce qu'il fait a de l'importance. Pourtant, apprendre à offrir sans attente de reconnaissance, c'est s'affranchir du poids de l'amertume. C'est redécouvrir le plaisir simple de donner, pour le geste lui-même, et non pour la validation qu'il pourrait apporter. Cette section explore les méandres du ressentiment qui peut surgir lorsque la reconnaissance espérée ne se manifeste pas, tout en capturant l'essence du dilemme émotionnel auquel sont confrontés ceux qui donnent sans recevoir un retour. Dans l'élan généreux de se dévouer aux autres, il est facile de perdre de vue un élément crucial, soi-même. Se consacrer corps et âme au bien-être d'autrui, c'est parfois oublier que l'on n'est pas inépuisable. Peu à peu, une érosion silencieuse s'opère, grignotant notre santé physique, émotionnelle et mentale. C'est un processus insidieux, presque imperceptible au début, mais qui, avec le temps, devient impossible à ignorer. Imaginez une bougie allumée dans une pièce sombre. Chaque acte d'aide, chaque geste de soutien est comme une flamme supplémentaire qui brûle cette bougie. Plus vous donnez de lumière, plus vous illuminez la vie des autres, et plus la cire fond, lentement mais inexorablement. Vous vous consumez sans vous en rendre compte, jusqu'à ce que la mèche soit trop courte, jusqu'à ce que la lumière vacille et menace de s'éteindre. Négliger sa propre santé, c'est accepter de s'user pour les autres. On se dit que c'est noble, que c'est le prix à payer pour être utile, pour être quelqu'un de bien. Mais ce sacrifice constant, sans pause, finit par nous coûter cher. Les nuits blanches à s'inquiéter pour un proche, les repas sautés parce qu'on est trop occupé à aider, le stress accumulé à force de porter les fardeaux des autres, tout cela laisse des traces profondes. La santé mentale en particulier est souvent la première victime de cet oubli de soi. L'épuisement émotionnel s'installe, une fatigue qui ne se guérit pas par une simple nuit de sommeil. Les pensées deviennent plus sombres, le stress chronique prend racine et l'anxiété s'invite là où régnait autrefois la paix. On se trouve prisonnier d'une spirale où chaque effort pour aider semble nous tirer un peu plus vers le bas. Mais ce n'est pas seulement l'esprit qui souffre, le corps lui aussi finit par céder sous la pression. Les maux de dos, les migraines, les troubles digestifs ne sont souvent que les symptômes d'un corps qui crie à l'aide, d'un organisme qui ne peut plus supporter le rythme effréné que l'on s'impose. La négligence de sa propre santé physique devient alors une trahison envers soi-même, un signe que l'on a trop donné sans jamais se régénérer. Il est donc crucial de se rappeler que l'on ne peut pas verser à partir d'une coupe vide. Pour pouvoir continuer à donner, il faut d'abord s'assurer que l'on est soi-même en bonne santé. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une nécessité. C'est comprendre que l'altruisme ne signifie pas s'oublier, mais trouver un équilibre entre l'aide que l'on apporte aux autres et l'attention que l'on se porte à soi-même. Cette section souligne l'importance de ne pas négliger sa propre santé dans la quête d'aider les autres. Elle illustre comment la dévotion excessive peut mener à une érosion silencieuse du bien-être, mettant en avant la nécessité de préserver son équilibre personnel pour pouvoir continuer à être présent pour autrui. Alors la prochaine fois que vous tendrez la main pour aider, souvenez-vous, votre bien-être compte autant que celui des autres. Cultivez un équilibre sain entre donner et prendre soin de vous.
Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu qui inspire et éveille. Si tu veux continuer à aider les autres, commence par ne plus t'oublier toi-même. Parce que tu ne peux pas verser à partir d'une coupe vide. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi t'as déjà eu cette sensation de te perdre en voulant trop bien faire? Si cette vidéo t'a parlé, like, partage, abonne-toi et surtout, reviens à toi.